Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. De nos jours, quand on lit la déclaration de Laure Durham qui prétendait que les Québécois étaient un peuple sans histoire, ça fait sourire, étant donné que depuis 400 ans, la plupart des grands événements historiques du Canada se sont produits au Québec ou dans ses alentours. Si ça a été comme ça, c'est parce que la vallée du Saint-Laurent représente le principal point d'étranglement naturel de tout le continent nord-américain. Or, c'est tout à fait général sur la planète. Le commerce, les guerres et l'histoire se font en général près des principaux points d'étranglement d'un continent, c'est-à-dire là où se concentrent et se dépensent naturellement l'énergie et la richesse accumulées par les populations. Dans la présente série de vidéos, j'ai souvent fait remarquer l'importance économique que pouvaient avoir des petites collines, même de très petites dimensions. Si les gens ont un peu de mal à admettre cette réalité économique, c'est tout simplement parce que de nos jours, ils disposent d'énormes quantités de pétrole à bon marché. Pour un automobiliste, c'est jamais difficile et surtout pas très fatigant de gravir une pente comme celle de la côte de la rue Berry à Montréal, étant donné qu'il n'a qu'à presser sur son accélérateur pour gravir en quelques secondes la côte et se retrouver sur le plateau Mont-Royal, et ça pour une dépense de seulement quelques cents. Or, c'est pas du tout l'expérience qu'en ont les piétons et les cyclistes qui, eux, savent que c'est très exténuant de gravir ce genre de petites collines. C'était exactement la même chose dans les autres siècles quand les gens se déplaçaient avec des chevaux. Comme l'énergie, le pétrole va coûter de plus en plus cher à cause de sa rareté naissante, on peut s'attendre à ce que de plus en plus d'automobilistes délaissent souvent leur voiture et commencent à penser de plus en plus comme les piétons et les cyclistes. C'est parce que l'énergie est rare dans notre univers que les êtres humains essaient d'éviter de gravir inutilement ce genre de petites pentes. C'est exactement la même raison pour laquelle, partout sur la planète, les économies des pays se sont développées en suivant les pentes naturelles du relief, de façon à concentrer toute la richesse du pays dans certains points d'étranglement, c'est-à-dire là où sont situées les grandes villes. Un point d'étranglement, c'est étroit dans un sens horizontal, et c'est le plus bas possible dans un sens vertical. Ça permet de concentrer l'énergie. C'est le principe de la cuvette et de l'entonnoir. Quand on développe un projet hydroélectrique, par exemple, on veut toujours créer la plus grande réserve d'énergie possible au moindre coût possible. C'est pour ça qu'on s'arrange pour construire le barrage principal, quand c'est possible, à un point d'étranglement naturel, par exemple dans une vallée étroite et profonde, ce qui permet d'accumuler derrière le barrage un immense lac artificiel, tout en obtenant la hauteur de chute la plus haute possible. On obtient donc le maximum d'énergie. Au niveau d'un pays, c'est exactement la même chose, étant donné qu'on fait converger l'énergie de tous les barrages qui ont été construits dans les régions périphériques vers les grands centres urbains en utilisant des lignes de transmission électrique. C'est exactement la même chose pour les routes et les voies ferrées qui se dirigent toutes vers les grandes métropoles industrielles. Cette concentration de l'énergie et de la richesse de tout un pays se traduit à Montréal, aux heures de pointe, par l'immense tourbillon de voitures qu'on retrouve au niveau d'un endroit comme l'échangeur Turcot, qui est situé un petit peu à l'ouest du centre-ville de Montréal. L'échangeur Turcot, c'est l'endroit au Québec où se rencontrent les deux principales routes du pays, c'est-à-dire la route 15, qui est de sens nord-sud, qui part des États-Unis et qui monte jusqu'à la baie James, notamment en empruntant la route 117. Et la transcanadienne, qui elle est de sens ouest-est et qui relie Vancouver à Halifax. Comme ces deux routes ont été construites aux endroits les meilleurs du pays, et qu'on a fait d'immenses investissements pour équiper leur tracé avec des villes, des villages, des routes secondaires, des édifices, des égouts, des aqueducs, etc., on peut être certain que ces deux routes, de même que le carrefour où est construit l'échangeur Turcot, vont continuer de jouer un rôle central dans l'économie du Québec, et ça pour plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Ça va être exactement comme dans l'Europe moderne, où les routes suivent ordinairement le tracé des routes qui avaient été construites par les Romains, au point où souvent les deux routes se superposent. On pourrait faire le même genre de commentaire au sujet des villes de premier pont qui sont d'autres points d'étranglement naturels dans un pays.
Quand on remonte un fleuve, une ville de premier pont s'est construite à l'endroit où il y a un premier resserrement de rivière, de fleuve, où il est possible de construire de façon économique un pont qui enjambe le fleuve, ce qui permet aux voyageurs et aux marchands de traverser le fleuve sans avoir à changer de moyen de transport, ce qui sauve beaucoup d'argent pour tout le monde. Dans l'Antiquité, Rome, qui était au centre de l'Empire romain, était une ville de premier pont sur le Tibre. Au Québec, Montréal a été un temps une ville de premier pont après la construction du pont Victoria. De nos jours, bien sûr, c'est la ville de Québec qui est la ville de premier pont sur le Saint-Laurent. Alors que sur la rivière Saguenay, qui est presque un fleuve, c'est la ville de Saguenay, l'ancienne Chicoutimi, qui est une ville de premier pont. Pendant qu'on parle des points d'étranglement, signalons que quand deux corridors économiques différents se font concurrence dans une région, par exemple la vallée du Saint-Laurent dans le cas du Québec et la vallée de la Mohawk dans le cas de l'État de New York, c'est ordinairement le corridor le plus facile d'accès, le plus linéaire et le plus profond qui finit par monopoliser tout le trafic commercial de la région. C'est exactement ce qui est arrivé après la construction de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, étant donné que ça a mené au quasi-abandon du canal Erie dans l'État de New York. Comme la guerre obéit aux mêmes lois économiques que le commerce, c'est ordinairement près des points d'étranglement que se réallument régulièrement les conflits commerciaux ou guerriers qui opposent des peuples voisins. Quand, après 20 ou 30 ans, les peuples ont fini par réparer les pertes qu'ils avaient subies dans la dernière guerre, on les voit souvent se relancer dans des nouveaux conflits commerciaux ou guerriers aux mêmes endroits, c'est-à-dire aux mêmes points d'étranglement du continent. En Europe, le commerce et la guerre ne se sont jamais concentrés dans les Alpes ou dans le milieu de la Scandinavie parce que ce sont des régions périphériques difficiles d'accès. C'est parce que la Suisse est isolée dans ses montagnes et parce que la Suède est isolée derrière la mer Baltique que ces deux pays-là ont pu adopter des politiques de neutralité quand il y avait des guerres en Europe. En Europe, la plupart des conflits se sont produits dans des pays de passage plat comme la Pologne ou la Belgique. La Belgique est un bon exemple, étant donné qu'elle est située à la limite des mondes germaniques et latins. C'est dans la région de la Belgique que se situait la frontière de l'Empire romain. C'est là qu'ont commencé les grandes invasions. C'est dans cette région-là que se sont produits l'essentiel des combats du Moyen Âge, de la guerre de Cent Ans, des guerres de Louis XIV, de la Révolution ou des deux guerres mondiales. Et c'est en Belgique, à Bruxelles précisément, qu'a été construite la capitale de l'Europe unie. Dans le cas du Canada, on observe les mêmes phénomènes, avec la différence qu'il s'agit d'un territoire nettement moins peuplé que l'Europe. À l'est des Rocheuses, le territoire canadien est immense, plat et particulièrement froid, ce qui en fait un pays de basse énergie, c'est-à-dire un pays où l'énergie est rare et distribuée sur un immense territoire. C'est particulièrement évident quand on regarde les cartes, dans le cas des prairies et par exemple dans le cas de la Saskatchewan, qui est une province qui compte 1 million d'habitants qui sont disséminés dans des centaines de villages et de villes répartis sur un immense territoire. C'est cette dispersion qui est responsable du fait qu'il y a eu très peu d'événements marquants qui se sont produits en Saskatchewan, une province dont on entend très rarement parler. On pourrait faire le même genre de remarques concernant les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut ou le nord de l'Ontario. En fait, le territoire du Canada anglais comporte tellement peu de points d'étranglement naturels que les principaux événements qui s'y sont produits ont concerné des ruées vers les matières premières. On pourrait parler de la ruée vers les pêcheries de l'Atlantique au 16e siècle ou des ruées vers l'or, vers les terres agricoles ou le pétrole dans le cas de la conquête de l'Ouest. Comme le Canada anglais est riche et qu'il fait affaire avec le reste du monde, ces exportations ont tendance à converger par de multiples entonnoirs vers les basses terres du Saint-Laurent où se situent toutes les voies de communication qui font le lien entre les provinces de l'Ouest et les maritimes et l'Atlantique. C'est cette convergence, cette concentration d'énergie qui fait que la plupart des grands événements de l'histoire du Canada se sont produits dans les environs de la vallée du Saint-Laurent. C'est même vrai pour des événements violents comme la déportation des Acadiens ou l'agression contre les peuples métis de l'Ouest, étant donné que dans les deux cas, le Canada anglais cherchait à détruire des peuples frères du peuple québécois. La liste des événements
qui se sont produits autour de la vallée du Saint-Laurent est vraiment très longue. C'est pas du tout un hasard si les Vikings ont construit leur premier village en Amérique du Nord, à l'Anse aux Meadows, à l'extrême nord de l'île de Terre-Neuve, étant donné qu'il est très clair qu'en s'installant à cet endroit-là, les Vikings avaient l'intention de profiter des biens et des produits qui provenaient de la vallée du Saint-Laurent. Les 150 premières années de l'histoire du Canada se sont déroulées en Nouvelle-France. Ça a été une histoire grandiose où il y a eu beaucoup de guerres avec les Anglais d'Angleterre et de Nouvelle-Angleterre, et au cours de laquelle des petites poignées d'hommes très courageux n'hésitaient pas à s'enfoncer sur des milliers de kilomètres à l'intérieur d'un territoire inconnu, d'un continent inconnu, pour faire affaire avec les Autochtones. La conquête de 1760 a bien sûr eu lieu dans la vallée du Saint-Laurent. La guerre de 1812 avec les Américains a concerné aussi bien le Québec que l'Ontario. La révolte des Patriotes de 1837 a été beaucoup plus grave au Québec qu'en Ontario. Et d'ailleurs, Lord Durham, dans son fameux rapport, parle surtout des Franco-Canadiens. L'acte d'union de 1840 avait pour but de détruire le peuple québécois en le minorisant à l'intérieur du Canada uni. L'incendie du Parlement du Canada a eu lieu à Montréal en 1849. En 1867 a été signée la Constitution du Canada qui visait à redonner un territoire au peuple québécois, mais en l'empêchant de se défendre en suscitant la création de multiples provinces contrôlées par le Canada anglais. Ottawa a été construit à 1 mm de la frontière du Québec. Les deux crises de conscription ont eu lieu au Québec. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les sous-marins allemands ont attaqué le Canada dans le golfe du Saint-Laurent en y coulant 23 bateaux. En 1943, Churchill et Roosevelt se sont rencontrés à Québec. Quant au 20e siècle, le Québec était tellement important dans la politique canadienne, il déterminait tellement le résultat des élections que beaucoup de premiers ministres sont venus du Québec. Ça va de Wilfrid Laurier à Louis Saint-Laurent, Pierre-Éliott Trudeau, Mulroney, Chrétien. Bon. La Révolution tranquille a eu lieu seulement au Québec. La crise d'octobre 1970 a eu lieu à Montréal. Les deux référendums sur la souveraineté étaient québécois. Le rapatriement de la Constitution de 1982 a été fait en isolant le Québec. Les accords du lac Meech et de Charlottetown ont été signés pour essayer de satisfaire les besoins, les demandes du Québec. Le traité de libre-échange avec les États-Unis a pu être signé parce que le Québec a mis tout son poids dans la balance, etc., etc. Tous ces événements qui se sont étendus au cours de l'histoire ont créé une tension à l'intérieur de la culture québécoise. À cela, il faut ajouter le fait que Montréal est une véritable ville océanique qui a accès à l'océan simplement en descendant le fleuve Saint-Laurent. Ce qui fait que Montréal possède plusieurs cultures vivantes qui s'influencent les unes les autres. La culture anglaise, la culture française et toutes les cultures qui proviennent des pays d'émigration. Montréal est une véritable ville internationale et multiculturelle. Contrairement à une ville comme Toronto, qui est une ville monoculturelle, Toronto est un creuset où viennent se mêler et disparaître des ethnies qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Toronto a une vocation et un destin essentiellement continental. Pour ce qui est de l'avenir, comme Montréal va demeurer un point d'étranglement, le point d'étranglement le plus important dans le nord-est de l'Amérique du Nord, le Québec, même indépendant, va continuer d'avoir une énorme influence sur l'histoire du Canada anglais. C'est très clair que les Québécois n'ont pas encore réalisé l'énorme puissance que leur donnerait le contrôle de la vallée du Saint-Laurent si jamais ils devenaient indépendants. Ils n'ont clairement pas compris que la puissance, ça servait à faire des sous, beaucoup de sous. Pour devenir riches, les Québécois n'auront qu'à se rendre compte de ces simples vérités. Comme d'habitude, je vous encourage à distribuer cette vidéo librement autour de vous. Je vous salue.